s'agit donc du volume 258 du Corpus Christianorum, qui donne en effet le début de ce commentaire. Il y a trois raisons qui peuvent expliquer pour quel motif on s'intéresse à Pierre d'Ailly, me semble-t-il. D'abord, ce professeur et prélat fut un des hommes les plus puissants de l'Église de son temps. Avec Jean Gerson, il a joué un rôle important au Concile de Constance, étant notamment responsable de la condamnation et de l'exécution de Jean Hus et de Jérôme de Prague. Comme l'a montré pour la première fois de façon très étendue Marguerite Chapuis dans sa thèse de doctorat qu'elle a soutenue il y a maintenant 20 ans à l'Université de Fribourg, Pierre d'Ailly est un maître du plagiat. Chapuis a montré qu'il copie des pages et des pages de Guillaume d'Occam dans son commentaire de La Consolation de Boès. Finalement, Anneliese Mayer, dans une admirable étude sur le problème de l'évidence au Moyen-Âge des années 60, a relevé que l'ancien chancelier de l'Université de Paris est simultanément tracassé par le doute et les limites de la connaissance humaine et obsédé par l'évidence. Mayer avait déjà insisté sur l'importance de ce commentaire des sentences, importance qu'on peut voir dans le fait que Melanchthon rappelle que Martin Luther connaissait des pages entières de ce commentaire par cœur. Ce commentaire des sentences avait été imprimé 5 fois entre 1481 et 1515, mais il n'existait pas d'édition moderne. Celle que Monica Brinzey donne maintenant dans le Corpus Christianorum est donc d'une grande importance. La signification de ce texte, de ce commentaire des sentences, ne réside pas uniquement dans son contenu, mais il est un exemple extrêmement instructif de la transmission et la réception des doctrines et de la méthode de rédaction des textes à la fin du Moyen-Âge. Dans ce premier volume sont édités les 4 Principia ainsi que la question sur le prologue qui s'articule en 3 articles. Ce commentaire est transmis dans 5 manuscrits, dont 4 se trouvent dans les bibliothèques parisiennes. Parmi ces manuscrits, 2 méritent une attention particulière. Le manuscrit Paris Bibliothèque Mazarine 934 et Paris Bibliothèque Mazarine 935. Le manuscrit M, donc celui qui est Mazarine 935, comporte des corrections autographes de Pierre d'Ailly et Madame Brinzey l'a choisi comme manuscrit de base pour l'édition. 4 apparats complètent le texte édité, un apparat des sources bibliques, évidemment, un apparat des sources citées explicitement et un apparat des variantes textuelles. Le 4e apparat, qui renvoie aux sources implicites, joue dans le cas présent un rôle particulier, comme nous allons le voir tout de suite. Outre les indices, l'édition est complétée par 4 dépliants qui, de manière assez instructive, présentent des tableaux de la structure des Principia et des 3 articles de la question. L'éditrice accepte la datation du commentaire proposé par Courtenay, à savoir l'année universitaire 1377 à 1378. La pratique de la faculté de théologie de Paris voulait que les étudiants devaient faire précéder leurs commentaires sur les sentences du Lombard par 4 leçons inaugurales, appelées Principia, se rapportant aux 4 livres des sentences. Dans le cas présent, ces textes se composent d'un sermon et d'une question collativa. Les 4 sermons prennent comme thème la question que les gens étonnés posaient à propos des premières interventions de Jésus, Quae nam
Doctrina Haec Nova. Vous aurez deviné que c'est Marc 1,27. Pierre Dailly développe chaque fois son discours à partir de cette question biblique et il aboutit à une brève caractérisation des 4 livres des sentences. D'un point de vue doctrinal et philosophique, la partie la plus significative de cette édition est la Quaestio Circa Prologum, les pages 129 à 237 dans l'édition, dédiée au problème de l'évidence des vérités théologiques. On peut donner raison à l'éditrice qui affirme qu'il s'agit d'un bref, je cite, traité d'épistémologie portant sur les limites de l'intellection humaine dans ses tentatives de connaître Dieu. Cette question, utrum possibile sit viatorem de veritatibus theologicis abere notitiam evidentem, qui rappelle évidemment celle par laquelle Guillaume d'Occam ouvre son scriptum in librum sententiarum. Cette question est traitée en 3 articles, dont le premier s'ouvre par la définition des termes viator veritas notitia evidens. L'interrogation du 2e article est comme une précision de la première question, puisque Pierre Dailly demande si l'homme in via peut atteindre une connaissance des vérités théologiques qui est plus grande que la foi. Le 3e article, abordant le problème de la scientificité de la théologie, n'explique pas seulement ce qu'il faut entendre par théologie, mais précise surtout ce qu'est une connaissance proprement scientifique, notitia propriae scientifica. Il faut être attentif à un des aspects à la fois les plus déroutants et les plus frappants de ce commentaire de Pierre Dailly, à savoir la question des emprunts tacites, pour ne pas dire plagiat. Pierre Dailly utilise cette pratique surtout dans la question sur le prologue. Ainsi, grâce à l'apparat des sources implicites de l'édition de Madame Brintzey, nous pouvons constater que Pierre emprunte de longs passages, surtout à Occam, Jean de Mirecourt et Grégoire de Rimini. Dans le premier article, les emprunts proviennent surtout de la lectura super librum sententiarum de Jean de Mirecourt, alors que dans l'article 2, Occam semble prédominer. Dans l'article 3, finalement, l'auteur puise largement chez Grégoire de Rimini dans son prologue des sentences et Occam. Il est plus surprenant de constater que le penseur français est aussi très redevable à Bernard de Clairvaux. Plusieurs historiens de la pensée avaient déjà abordé cette question de ce que l'on serait tenté d'appeler plagiat. L'édition présente, avec un appareil des sources implicites riche, permettra d'approfondir l'analyse et l'évaluation de cette pratique médiévale de l'emprunt tacite. Madame Brintzey a d'ailleurs consacré une étude informative à ce problème. Dans cette étude qui analyse les diverses formes d'emprunt pratiquées par Pierre Dailly, elle précise, exempli gratia, que le 3e article du prologue contient 6000 mots, dont approximativement 3800 sont empruntés à Grégoire de Rimini et environ 1000 à Occam. Vous pouvez faire vous-même le calcul. L'intérêt de cette étude réside dans le fait que Mme Brintzey propose d'abandonner la notion de plagiat et de le remplacer par ce qu'elle appelle le syntagme bricolage textuel. Toujours est-il que la lecture attentive de cette édition de la première partie du commentaire du maître parisien nous oblige, et je crois que c'est l'intérêt spéculatif de cette édition, à réfléchir non seulement sur le sens et la signification doctrinale et historique de la pratique de l'emprunt tacite, mais nous force également, et cela me paraît être une question vraiment essentielle, de nous interroger sur ce qu'est au fond un auteur et ce que l'on peut dire
et ce que veut dire un texte. Merci.